Tous, on est en direct, coucou, coucou la communauté. On est avec notre ami Olivier Coucou! et et Guy de Lafortelle, qu'on reçoit pour la Bonsoir première Sylvain. fois du coup sur la chaîne. Bonsoir Guy. Bon les amis, je pense que vous avez compris, on a un roster d'exception ce soir. On a Tonton Olive qu'on connaît très très bien, que vous connaissez très très bien. Et on a du coup son ancien acolyte d'ailleurs. Vous allez parler de comment vous vous êtes connus, rencontrés, parce que vous avez écrit une lettre ensemble il y a quelques années. Guy de Lafortelle qui est du coup très connu, hein, je pense, sur les réseaux sociaux, rédacteur de l'investisseur sans costume, et qui a également aussi rédigé un petit guide sur l'or et le bitcoin dont on parlera à la fin de cette émission. Guy, vu que c'est la première fois que tu passes sur la chaîne, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais, et après, voilà, je vais vous laisser parler entre vous de la monnaie numérique, c'est le thème de ce soir. Et ben, comme tu l'as dit, moi je suis le taulier d'une lettre d'information qui s'appelle L'investisseur sans costume, sur lequel je fais de l'analyse économique et financière depuis un petit moment. J'avais commencé ça aussi, comme tu l'as dit, il y a quelques années maintenant, avec Olivier. On avait fait un petit bout de chemin ensemble dont j'ai un très très bon souvenir. Et merci pour pour cette invitation. Je suis absolument ravi de passer ce moment avec toi et avec Olivier pour ces petites retrouvailles. Et du coup, bah, si tu veux, moi, je suis j'aime beaucoup causer de monnaie. Je parle énormément des sujets économiques et financiers. Et donc, récemment, comme tu l'as vu, je crois que c'est ce qui a suscité l'invitation. J'ai dans mon viseur l'euro numérique que je suis depuis que le premier rapport est sorti à l'automne 2020 et qui me fâche beaucoup. Je pense, Olivier, toi aussi. Ah ben, c'est clair. Alors oui, en effet, tous les deux, on a commis une lettre il y a quelques années quand on était en Suisse et donc qui était une lettre comme un peu le même type que ce que vous avez aujourd'hui dans les incorruptibles. Même type de lettre qui peut être géopolitique, macroéconomique, etc. Et donc on bossait ensemble euh, et c'était superbe. On avait fait un très joli score à ce moment-là. On n'était pas loin à un moment des 10 000 abonnés. 11 000. Et puis malheureusement, pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté à tous les deux, eh bien, nous avons été contraints d'arrêter. Et voilà. Et après, il y a eu l'épisode Agora, et ensuite notre alliance avec ce cher Sylvain. Voilà, qu'on a depuis 2 ans maintenant avec Sylvain. Donc voilà. 2 ans. Voilà, Deux alors ans. c'est un sujet en effet brûlant, c'est un sujet brûlant et c'est un sujet qui, je te le confirme, m'énerve tout autant que toi, me rend même hystérique, hein, parce que j'ai l'impression que personne ne voit rien venir, je l'ai dit dans une lettre et je l'ai dit dans une vidéo récemment que je pensais que ça allait très facilement s'installer en France. Il y a d'autres pays qui probablement poseront d'autres problèmes pour l'installer, mais en revanche, je pense qu'en France, ça ira comme une lettre à la poste, parce que les gens n'ont pas compris et je pense que beaucoup pensent que c'est une monnaie alors que c'est un outil d'asservissement et de contrôle des populations bien plus qu'une monnaie. Voilà, c'est mon avis. Après, on va voir si tu le partages, mais c'est pour moi clairement, si tu veux, au-delà d'un simple instrument monétaire, c'est bien plus que ça. Ça va servir à camoufler toutes les conneries qu'ils ont faites depuis 20 ans. Et ça va servir surtout à contrôler parfaitement la population, parce que je pense qu'ils commencent à avoir peur tout de même. Ils commencent à se rendre compte que beaucoup de gens se sont rendus compte que c'était des salopards
donc, quoi de mieux que la monnaie qui aujourd'hui te, euh, te sert à vivre, hein, tout simplement. C'est-à-dire, tu peux plus, tout est objet de commerce. Donc, dans les villes, tu peux difficilement avoir ton petit jardin pour te nourrir. Donc ils ont ce moyen suprême de te couper les vifs si tu n'obéis pas, de t'obliger à dépenser une certaine partie pour faire une certaine chose, qui peuvent rendre cette monnaie périssable, c'est-à-dire en t'obligeant à la dépenser et plus épargner. Et si tu n'épargnes plus, ben, tu ne peux plus être propriétaire de quoi que ce soit. Et si tu ne peux plus être propriétaire de quoi que ce soit, tu es, comme le disait Karl Schwab, tu es propriétaire de rien, locataire de tout, et tu es censé être heureux et lui dire merci en prime. Voilà, c'est Justement, l'introduction. alors justement pour parler de cette monnaie, de cette fameuse monnaie numérique, il y a BNP Paribas qui aurait sur sa branche chinoise déjà commencé un petit peu du coup, à s'allier avec une banque chinoise pour l'utilisation du yuan numérique. Donc on voit que c'est déjà déployé de l'autre côté entre guillemets du monde. Quelle est votre vision là-dessus sur une potentielle arrivée de la monnaie numérique? Déjà toi Guy, comment est-ce que tu vois la monnaie numérique? Parce que tu l'écrivais dans ton article, tu disais justement qu'ils ont joué sur les mots. Euh, c'est une monnaie programmable, mais ils te jouent sur les mots pour te faire passer l'idée. Comment est-ce que tu vois la chose? La première chose, c'est que c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un système qui est à bout de souffle et dans lequel de plus en plus de gens se rebellent. Et du coup, dans un état pareil, soit le système se transforme, et en l'occurrence, il est arrivé à un tel niveau de décadence qu'il s'effondre, soit il devient autoritaire et il se met à taper sur les gens et il rentre en guerre contre ses administrés d'une certaine manière. Et c'est ça qui est en train d'arriver. On l'a vu dans la rue. Et l'euro numérique est un des moyens qui permet au système de se maintenir par la répression. C'est un petit peu, moi ce que j'appelle ça, pour moi c'est la soviétisation du monde. Effectivement, c'est pas pour rien que le système est arrivé d'abord en Chine. Faut pas oublier que nous on est là en train de craindre cette société de surveillance. Pour un Chinois, la société de surveillance, faut imaginer que dans les années 80, moi, c'était déjà le cas avant, mais moi j'ai des copains qui vivaient en Chine dans les années 80-90, qui vivaient déjà à ce moment-là, avant même que les téléphones, les réseaux, cette surveillance, tous les gardiens d'immeubles surveillaient les allées et venues de chacun et envoyaient ça à un responsable du parti du pâté de maison qui faisait son rapport ensuite au quartier, qui faisait ensuite son rapport à la ville, et tout était contrôlé. Donc il n'y a pas qu'une question de moyens, c'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté, et que cette volonté arrive en Europe par nécessité, c'est-à-dire que le système capitaliste est en train, de manière assez bizarre, de se transformer en un système soviétique de répression. Il ne faut pas oublier que l'URSS, c'est un truc, on savait en 1921, quand Lénine a fait la nouvelle politique économique, que c'était foireux, ça ne marchait pas l'URSS. Bon, ça a tenu 70 ans sur la répression. Il peut se passer la même chose chez nous, c'est-à-dire que nous, on est arrivé à un moment où le capitalisme a été dévoyé. Mais je suis capitaliste, je trouve que c'est un système fabuleux, le capitalisme, quand c'est fonctionnel. Sauf qu'on l'a totalement dévoyé, et qu'aujourd'hui, on a un truc qui est devenu totalement mortifère, et plutôt que de l'accepter, de se dire, bon les gars, on a déconné, eh bien, on est en train de le faire tenir par la répression. Et l'euro numérique, c'est ça. Et bien évidemment, là, ils nous font un coup, ils nous font la même chose que le pass vaccinal et le pass sanitaire. Ils sont arrivés en disant, non mais jamais on vous interdira d'aller boire un café en terrasse et machin. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que faut vraiment imaginer ça. Et là, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire que la BCE a, la semaine dernière, sorti un rapport d'étape dans lequel ils ont écrit noir sur blanc, jamais l'euro numérique ne sera programmable, c'est-à-dire jamais on pourra en restreindre l'utilisation. C'est exactement ce qu'a dit Olivier. C'est-à-dire que la BCE, si vous aviez un représentant de la BCE autour de cette table, il vous dirait, Monsieur de la Marche, ce que vous dites est faux, c'est mal, on ne fera jamais ça, jamais, nein. Et il dit ça, et puis juste après, il vous dit, en revanche, ça ne sera jamais une monnaie programmable. Mais
comme on est quand même à la pointe de la technologie, ce sera une monnaie conditionnelle. Tu sais, c'est un peu Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, si tu veux. Et s'il y a des développeurs informatiques dans l'assistance, moi c'est drôle parce que ça a été une réaction mais unanime quand j'ai sorti le papier. Tous les informaticiens ont dit bah programmable ou conditionnel, c'est la même chose. Et effectivement, avoir une monnaie conditionnelle, c'est exactement la même chose que d'avoir une monnaie programmable. Et donc ces gens-là vous disent on fera jamais une monnaie programmable. En revanche, on fera des paiements sous condition. Et voilà, et donc en gros, ils se foutent de votre gueule, littéralement, et surtout, ce qui devient terrible, c'est qu'on peut plus parler avec ces gens-là. On peut plus parler parce que on est obligé d'assumer une sorte de rapport de force, puisque vous arrivez en disant, mais comme dit Olivier, c'est plus une monnaie. Ce n'est plus une monnaie à partir du moment où en fait votre euro numérique ne sera plus vraiment fongible, puisqu'il sera conditionné. Si la valeur de votre euro est conditionnée par un certain nombre de paramètres, bah c'est plus une monnaie, parce qu'une monnaie, encore une fois, quelque chose qui est très important sur une monnaie, c'est que c'est fongible. C'est-à-dire que l'euro que j'ai dans mon portefeuille, il a la même valeur que l'euro que toi, Sylvain, tu peux avoir dans le tien, ou autre. Et ça va disparaître. Et pour moi, par nécessité, cet euro numérique va se transformer en une sorte de carnet de rationnement géant. Faut imaginer, imaginez que vous soyez capable de rendre des paiements conditionnels, c'est-à-dire on est en 2020-2021, en 2021, pardon. Donc, passe sanitaire, vaccinal, machin. Et tu veux prendre un billet de train pour aller quelque part, mais ton passe n'est pas à jour. C'est pas que si tu te fais contrôler, tu vas prendre une amende de 150 euros, c'est que tu vas pas pouvoir acheter ton billet de train. Ah ben non. Ah non, non, monsieur, ben tu peux pas. Parce que bien évidemment, il faut toujours, dès que vous pensez euro numérique, il faut penser à un triptyque qui est celui de l'identité numérique, elle aussi. C'est-à-dire que le portefeuille est lié à une personne et on sait que c'est vous. Et c'est lié également à toute cette logique de passe qui développe, passe sanitaire, on a vu, passe carbone. Et donc ça, tu vas te retrouver, imaginez, donc premier truc, tu te retrouves en 2021, t'as pas le droit, tu veux aller prendre ton café, tu veux resquiller ton café, non, t'as pas le droit, tu vas même pas pouvoir le payer. Alors tu pourrais dire, bah oui, mais encore heureux, c'est grave, ces personnes gravement irresponsables étaient en train de mettre la vie de personnes, de millions de gens en danger. Je pense que on sait maintenant que nos gouvernants nous ont raconté conneries sur conneries sur conneries et que plus ils se parlaient de science, moins ils en faisaient. Bref, ça, et deuxièmement, tu te remets à l'hiver dernier, au moment où on se disait, oh là là, on va avoir des coupures d'énergie, c'est la galère, on va plus avoir d'électricité, on va éteindre la lumière. Et là, t'imagines la même chose. C'est-à-dire que t'imagines que ben, t'as plus, tu veux aller faire ton plein d'essence. Ah bah oui, mais non, vous comprenez, on est en restriction d'énergie, il faut qu'on garde notre essence pour pouvoir faire pour autre chose. Donc, on va vous restreindre à seulement 20 euros, non pas à la pompe, mais partout, vous aurez le droit qu'à 20 euros d'essence par jour. Et vous pouvez imaginer ça pour tout. Et donc, vous imaginez en fait les derniers moments de stress qu'il y a eu, et vous mettez ça, et vous vous rendez compte en fait que, comme dit Olivier, vous êtes dans un outil de contrôle social radical, et qui surtout n'est pas utilisé pour le bien général, mais contre vous. C'est pas utilisé parce que on pourrait se dire, encore une fois, à chaque fois, on pourrait se dire, ben oui, mais s'il s'agit que ensemble on se protège mieux d'un virus, ou qu'ensemble on gère mieux notre énergie. À la limite, je suis plutôt libéral, voire libertaire, donc ça me chagrine un peu, mais à la limite. Mais l'objectif final de ce truc-là, c'est de vous faire les poches et à la fin de vous faire la peau. Voilà. Oui, Non, alors mais justement, on va très clairement, on va en plus, c'est ce que tu as dit, mais on va l'implémenter avec d'autres passes, le pass carbone, le pass eau, hein, puisque il paraît qu'on manque d'eau. Alors moi je regarde par ma fenêtre, là je vois pas vraiment de manque d'eau, mais ça tombe depuis ce matin. Hier c'était pareil. Enfin bon, je sais pas s'il y a un vrai manque d'eau dans le Jura, mais en tout cas, on est en train de nous le vendre. On nous a vendu gentiment le CO2 et on va évidemment coupler ça avec l'euro numérique, ce qui permettra à tout moment de te couper le son et l'image. Une fois qu'ils détiennent
ces portefeuilles numériques, non seulement ils vont pouvoir se faire des sous en vendant les fichiers, c'est-à-dire que on vendra les fichiers de ce que tu consommes, de ce que tu dépenses, par exemple aux assureurs. Hein, et l'assureur, il te dira, mais tu penses pas que je vais t'assurer alors que tu bouffes comme un cochon tous les jours au restaurant, donc ou alors ça sera 50% de plus. Donc tout ça, c'est un outil génial parce que tu n'as plus du tout le moindre espace d'intimité. L'État est sans arrêt à côté de toi et peut t'interrompre ta vie comme il le veut. Et ça, on avait déjà eu les prémices, hein, c'est-à-dire c'est la fin aussi totale du droit de propriété. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Canada avec les camionneurs qui étaient en face du Parlement d'Ottawa et à qui Monsieur Trudeau, qui est quand même le clone d'une autre, hein, de Manu, Monsieur Trudeau avait saisi les comptes des manifestants, en dehors de tout, évidemment, principes légaux. Donc là, ça sera exactement pareil, c'est-à-dire que si vous manifestez, bah, on vous dit, bah, tiens, on va t'empêcher de sortir parce qu'on va te bloquer ton compte. Ça sera extrêmement facile. Donc enfin, c'est le stade suprême. Alors en effet de la soviétisation, parce que tout ce que aujourd'hui les gens t'ont qualifié de société libérale, néolibérale. Moi, je vois pas beaucoup de libéralisme là-dedans, mais enfin bon, on est en pleine soviétisation de l'économie, on est en pleine soviétisation aussi socialement parlant. Donc c'est une catastrophe qui est en train d'arriver et avec, je pense, une acceptation très facile parce que on le voit déjà. On voit déjà les gens qui, quand ils vont payer, mettent leur carte bleue pour 1 euro, pour se payer une baguette de pain. Pour 1,20 €, ils font du sans contact, hein, parce que c'est facile. Et donc on leur vendra très bien. Et je pense que il y aura vraiment très peu d'opposition parce que les gens n'ont pas compris. Ils vont penser, ils vont vous dire, bah ouais, mais enfin bon, c'est quand même super. On n'a plus besoin d'argent liquide, etc. En plus, ils vont vous faire passer ça sur le dos d'attentats ou je sais pas quoi. On va supprimer l'argent liquide comme ça permettra de ne plus avoir de terrorisme, hein, comme si le gars, pour se payer un couteau et pour égorger quelqu'un dans la rue, il avait besoin de blanchir énormément de cash avant. Donc tout ça, mais c'est très bien amené. Vous avez eu le Covid, on vous a fait le pass Covid. Enfin, à chaque fois, je dis aux gens qui me disent ouais, mais vous exagérez, vous annoncez la fin du monde tout le temps, etc. Je leur dis mais mettez-vous dans la situation où il y a 10 ou 15 ans, mais même pas, il y a 5 ans, 6 ans, on vous aurait dit que vous feriez des auto-attestations pour aller faire pisser votre chien dans la rue. Mais personne ne vous aurait cru. On nous aurait traité de complotistes, de tous les noms. Et pourtant, ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait. Et puis quand on leur a dit de se vacciner, la grande partie de la population s'est précipitée pour aller se vacciner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont vous le vendre. Et ils vont vous le vendre super facilement. Alors, oui, il y aura des pays qui vont résister, très probablement l'Allemagne, parce que ils ont quand même une tradition de cash qui est très, très implantée chez eux.
vous aurez les Suisses, parce que moi j'ai rarement vu un Suisse sans liquide sur lui. Donc il y a des pays qui vont résister, mais la grande majorité auprès des jeunes, ça va passer comme une lettre à la poste. Pourquoi? Parce que moi, mes filles, elles utilisent du cash. Je peux vous dire que leurs copains, ils les regardent un peu comme des extraterrestres, hein, parce que plus personne aujourd'hui ne paye en cash. Vous discutez avec les restaurateurs, ils vous diront la même chose. Ils vous diront, mais quand on voit du cash, c'est exceptionnel. Hein, c'est ticket resto ou c'est carte bleue. Mais le cash, ça a disparu totalement donc, ils vont le faire comme ça. Ils vont nous imposer leur euro numérique. Si personne ne se bat contre cette saloperie avant, vous verrez que ça va passer et que à partir de là, ils auront la main mise sur votre vie. Tout simplement. Et ça leur permettra, comme le disait Guy, de se maintenir en place, parce que ça devient quand même de plus en plus compliqué, parce qu'il y a des gens qui enfin se réveillent, enfin ont compris que monsieur Macron ne travaillait pas dans leur intérêt, mais pour se gaver lui, et donc et que toute cette petite bande de mafieux européens était là pour s'en mettre plein les poches, mais surtout pas pour votre bien. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, et là ils sentent que le boulet de canon pourrait leur revenir dans la figure. Donc il faut qu'ils trouvent quelque chose pour maintenir le système, il faut qu'ils trouvent quelque chose pour rester en place, pour maintenir ce système de caste, de petites castes, de politicards totalement incompétents, mais qui dirigent et qui vivent à grand train. Et donc, le moyen, c'est de contrôler, le moyen, c'est d'empêcher les gens de se révolter. Et quoi de mieux que de leur couper les vivres si les gens mangent? C'est facile. Je vais vous dire, si tous les gilets jaunes qui ont fait toutes les semaines des manifestations, etc., en tout cas au début, quand ils se réunissaient sur les ronds-points, etc., imaginez qu'à ce moment-là, la monnaie en question ait été créée, eh bien, il suffisait de couper les comptes, c'est tout. C'était terminé. Le gars, il repartait au boulot, hein, et puis il fermait sa gueule. Donc, c'est évident, il n'y a rien de plus facile. Une fois qu'ils auront mis en place cet instrument, il n'y aura rien de plus facile que de vous contrôler totalement. Alors, tu parlais justement, enfin vous parliez tous les deux d'une fin de système. Je crois que justement chez Berkoff, Olivier t'en parlait de ce passe carbone et de ce système à bout. Guy, je pense que tu partages aussi cette analyse vu que tu en as parlé au début. Euh, c'est vrai que, enfin, qu'est-ce que vous pensez déjà, par exemple, d'Emmanuel Macron qui est passé tout à l'heure à Paris et qui saluait des boutiques parce que les rues étaient vides, hein, vu que on a interdit aux gens de venir, euh, de venir à sa rencontre et je crois même que certains disent qu'il portait un gilet pare-balles. Donc effectivement, on sent Bon, bah, que ça se voyait, oui, il n'y avait pas besoin de, tu vois, comme le disait un internaute, soit il se fait pousser les seins, soit il y avait une grosse épaisseur en dessous, quoi. Donc, oui, il avait un gilet pare-balles, c'était une évidence. C'est vraiment la fin de règne. C'est vraiment la fin de règne. C'est le gars qui est tellement haï et détesté plus qu'aucun autre président. Enfin, moi, de ce dont je me souviens, plus qu'aucun autre président. Le type, il peut plus sortir de chez lui. Donc, quand il veut faire un événement, eh bien, il interdit la circulation. À Lyon, c'était pareil, hein, il empêchait tout un quartier de sortir. Tu pouvais plus sortir de chez toi, ou alors tu étais contrôlé 10 fois les flics, et il fallait que tu justifies le pourquoi du comment de ta sortie. Donc oui, on est clairement en fin de règne,
Mais le problème, c'est que, je te dis, ils sont en train de mettre en place tous les instruments qu'il faut pour quand il le faudra, empêcher les gens de tout mouvement et de toute manifestation. Bah, oui, Guy, vas-y, hein, tu allais commencer. Oui. Ouais, tu vois, t'as une différence, moi, je trouve, entre Macron et les prédécesseurs. Parce qu'en soi, Macron ne fait jamais que continuer et accélérer, augmenter un mouvement qui était déjà là. Mais quand tu regardes, t'as l'impression que les Hollande, Sarkozy et Chirac avant lui étaient en train, où tu peux remonter même jusqu'à Giscard, en fait. C'est à partir de Giscard que ça commence à déconner. Heu, ils prenaient des directions un peu malgré eux. C'est-à-dire que tu vois, et je les crois pas tout à fait malhonnêtes quand ils viennent t'expliquer qu'ils auraient bien aimé, ils auraient bien voulu sur EDF, sur l'Ukraine, et qu'ils se sont retrouvés un peu, emprisonnés, couillonnés, par l'Europe, par, les États-Unis, par le fait d'avoir, accumulé la médiocrité pendant 50 ans. Et là, avec Emmanuel Macron, tu as quelqu'un qui te fait, qui te la met doublement à l'envers. Il te la met doublement à l'envers parce qu'il t'arrive en disant, moi, je suis la nouveauté et je vais faire des réformes et je vais arrêter cette espèce de médiocrité ambiante, et qui, au lieu de le faire, en fait, redouble. Et tu as l'impression il devance un petit peu ses sponsors mondialistes. Faut pas oublier, tu vois, que Olivier Demarche disait, il y a rien de libéral dans les politiques actuelles. C'est vrai. Mais dire, dans ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui est conçu à l'associé au Mont Pèlerin après la Seconde Guerre mondiale, et qui se met avec autour d'Hayek, et qui est développé à partir des années 80. Il y a quelque chose qui est très important dans ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est que c'est pas on n'est pas en train de faire de la dérégulation. Ça commence par de la dérégulation, mais c'est un changement de niveau de régulation. C'est-à-dire que Hayek avait en horreur l'État-nation, qui pour lui était l'origine de deux guerres mondiales, et donc pour lui il fallait tuer les États-nations européens, alors qu'en vrai c'est plutôt les empires qui font ce genre d'horreur, c'est pas les États-nations. Et du coup, c'est-à-dire qu'on est dans depuis toute la logique néolibérale est une logique de transfert de souveraineté des États vers des organismes supranationaux. Et là, je ne parle pas de l'Europe, hein, je parle de l'ONU, je parle des États-Unis. Depuis Jean Monnet, dès le départ, l'Europe a été construite sous l'égide américaine comme étant un marchepied pour une espèce de grand gouvernement mondial. Il n'a jamais été question, à part pendant la parenthèse de Gaulle, où on en a essayé à un moment de faire une espèce d'Europe des nations, mais l'Europe supranationale, ça a toujours été ça, et Macron vient servir ça. Et du coup, forcément, les gens le détestent parce qu'il arrive en mentant. Moi, je regardais, tu vois, il accumule les réformes sur l'instruction, tu sais, l'école, les IUT, le lycée professionnel maintenant, le bac général, il va se faire l'université, les grandes écoles après s'il y arrive. C'est dingue ces réformes qu'il fait. Et effectivement, tu as un besoin. On a un système éducatif, on a une instruction qui est totalement dysfonctionnelle en France. Et donc il arrive en disant il faut professionnaliser, il faut qu'on forme des élèves qui vont être mieux adaptés pour entrer sur le marché du travail. Il a raison dans ce qu'il dit. Il fait l'inverse, ce couillon. J'ai écrit un papier dessus. Il fait strictement l'inverse. Pourquoi il fait ça? Parce que, en fait, dans cette logique justement de transfert supranational, il faut détruire l'État-nation, il faut détruire l'appartenance nationale. Et tu as depuis 50 ans, à mon avis, une espèce de promesse qui a été faite, qui est que on va vous détruire, vous, le peuple. On va détruire vos traditions, on va détruire votre manière de vous habiller, de manger, de vivre, d'habiter vos pays, vos histoires. On va détruire votre histoire, mais en échange de quoi, vos enfants, eux, seront des rois. Ils seront riches, ils seront instruits, ils pourront être oisifs, ils pourront baiser qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Excuse-moi, c'est grossier, mais c'est un peu de la promesse. Et au départ, ça marche, tu vois, quand tu files une bagnole à tout le monde, quand tu files des congés payés, quand tu réduis le temps de travail. Il y a 20 ans pendant lesquels ça marche bien. Et sauf que là, en fait, on s'est rendu compte, maintenant, on s'est fait totalement couillonner. Vous nous avez foutu à poil. Je ne sais pas s'il est véritablement mort, mais vous avez tenté de détruire ce qu'on pouvait appeler le peuple français. Et en échange, en fait,
depuis 2008, et ça on le sait depuis 2000, on le sait depuis 2010 en tout cas, depuis 2010, les populations ont pris conscience que nos enfants, leurs enfants, ça commence avec ma génération, seront plus pauvres que la génération d'avant. Seront moins instruits, ça marche moins bien. C'est-à-dire que l'espèce de progrès dans lequel on était rentré dans les années 50, c'est fini. Et du coup, on se fait couillonner parce que la promesse n'est pas tenue. Et on se retrouve avec un Macron qui vous a dit mais si, moi je vais la tenir, et qui en fait fait l'inverse. Et c'est insupportable. C'est insupportable pour tout le monde. Mais je crois que cette surenchère dans le domaine de l'éducation, c'est simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'imposer les choses et de contrôler une population de débiles que de contrôler des gens qui réfléchissent, qui ont l'esprit critique, qui se laissent pas faire, etc. Qui sont Donc, indépendants. exactement. Mais pour être indépendant, faut avoir un minimum de culture et un minimum d'intelligence. Or, aujourd'hui, on fait tout pour que chaque génération soit plus bête que la précédente, hein. C'est-à-dire qu'on annihile complètement l'esprit critique. Ils savent même plus quelle identité ils ont. On leur explique qu'ils pourront la choisir plus tard. Enfin bon, toutes ces conneries innommables qu'on nous rabâche à longueur de journée. Mais c'est simplement parce que quand tu as, je te dis, quand tu as des débiles en face de toi, tu les contrôles assez facilement. Même en n'étant pas très malin, comme l'est Monsieur Macron, en n'étant pas très malin, tu as besoin d'avoir des gens encore plus cons que toi si tu veux les contrôler. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand tu vois Papendaï là t'explique que son grand truc c'est l'éducation sexuelle, bon comment est-ce que on laisse un ministre faire passer ses frustrations sexuelles d'adolescents dans l'école publique. Enfin, c'est innommable. C'est innommable. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on va à des gamins qui sont au collège leur expliquer que c'est bien de tailler une pipe. Enfin, bon, ça va pas, non? Il y a des limites quand même. Il y a des limites à ce qu'on peut supporter, mais non. Et tout passe. Tout passe parce que ça fait 30 ans que c'est très bien manœuvré en grande partie de la gauche qui, dès que tu émets la moindre question, te traite de facho. Donc ça clôt le débat et après c'est haro sur le baudet dès qu'il y a la moindre interrogation. C'est-à-dire si aujourd'hui tu dis mais je ne suis pas d'accord avec ce que fait le ministre de l'Éducation, on va te dire que c'est par racisme parce qu'il est noir, tu vois. Et fin Là, de la discussion. c'est ce qu'il a fait avec René Chiche, quand il a là en suspendant René Chiche, et pardon, j'ai oublié le deuxième professeur qui l'a suspendu, j'ai oublié son nom, si vous l'avez. C'est très très grave ça. Je l'ai pas. Non. C'est très très grave. Bien sûr. Parce que c'est du délit de sale gueule, parce que c'est pas des gens c'est pas des repris de justice, hein, c'est juste qu'il a trouvé que leurs propos étaient complotistes. De quel droit, par qui, quoi, comment, est-ce qu'il y a eu un rapport? Non, c'est juste le fait du prince. Mais Papendiaï qui a suspendu deux gars qui ont raconté pas vrai. René Chiche, l'autre je le connais pas malheureusement, mais René Chiche, je l'ai un peu suivi, il raconte pas que des conneries, mais vraiment pas. Hein. Et ça, c'est gravissime quand on commence à toucher comme ça à ce genre de liberté fondamentale. Et c'est marrant parce que tu vois, là, je réfléchis dans cette conversation, on a en même temps une espèce de, tu l'as dit, il y a un caractère moutonnier qu'on partage tous un peu. Alors on se targue un peu de nous on l'est moins, mais faut être humble. Et à la fois cette exaspération. Et moi je suis persuadé que tu as les deux qui cohabitent en ce moment et que tu ne sais pas. Pour moi, on ne sait pas de quel côté la balance va tomber et si le caractère moutonnier, la sécurité avant tout va gagner, ou si à un moment ils vont tout envoyer valser, parce que c'est un peu le propre d'un peuple qu'à un moment d'être irrationnel et de tout envoyer balader et de faire un énorme doigt d'honneur et de couper des têtes, quoi. C'est pas forcément souhaitable, mais c'est-à-dire que ce qui est rationnel est anticipable et gérable.
Et le peuple a cela. Et donc, moi, le fait d'avoir en ce moment cette exaspération et cette espèce de peur qui te disent, bah, il faut quand même qu'on se conforme, parce que si on se conforme pas, effectivement, on nous coupe les vivres assez facilement, fait qu'on arrive dans un moment, à mon avis, de très grande précarité, qui fait que le pays est devenu totalement ingouvernable. Et que faut jamais oublier qu'on parle de cet euro numérique à la fois le truc va arriver, il est là, et puis il va pas arriver en mode avec tambour et trompette, hein. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller un matin, et puis sur votre application de la BNP, de la Société Générale, votre banque, peu importe, vous allez avoir une ligne, et puis vous allez avoir un portefeuille en plus, et puis peut-être même ils auront mis 50 balles dessus pour vous faire plaisir, et ce sera là. Et puis on vous enverra un petit courrier pour vous expliquer que c'est vachement bien, que tout est plus facile, que la vie est belle et qu'on vous aime beaucoup et qu'on fait ça que pour vous par pur désintéressement. Et c'est sûr que ça va arriver comme ça. En revanche, et c'est là où quand il faut refuser ce truc-là, faut jamais oublier qu'une loi, une réforme, ce genre de choses, ça ne vaut qu'à partir du moment où on les applique. Une loi qu'on n'applique pas, c'est une loi qui est caduque et qui d'ailleurs, par définition même d'une démocratie, est inique. C'est-à-dire que si le peuple n'applique pas la loi, c'est qu'a priori elle est mauvaise en démocratie. Et donc, faut pas oublier que toutes ces choses-là où on dit effectivement l'euro numérique, il nous tombe, il est là, mais si, et il n'y a pas besoin d'avoir 50%. Hein. Si vous avez 5 ou si vous avez 10% de la population, même 5, ça suffit, qui dit radicalement non, le truc peut tomber. Ça suffit. Et historiquement, Bah, c'est pas les Non, majorités. non, mais Guy, je suis d'accord avec toi. La seule chose, si tu veux, moi, qui me fait peur, c'est que on aurait pu penser tout de même que avec les mesures iniques dans l'épisode Covid, à un moment, les gens se réveilleraient. Ils se sont pas réveillés. Non, bien sûr. D'accord? Ensuite, enfin, il y a eu d'abord les gilets jaunes, ça n'a pas empêché Macron de continuer. Ensuite, il y a eu le Covid, ça n'a pas empêché Macron de continuer et les gens d'être toujours dans une soumission totale. Et je rappelle, moi je suis resté là-dessus, j'ai fait un petit blocage à ce moment-là, je rappelle quand même que l'année dernière, hein, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont revoté pour continuer à se faire taper dessus par Monsieur Macron, quand même. Alors après, tu vas me dire, oui, mais en fait, il y a eu un taux d'abstention énorme, etc. Oui, d'accord. Enfin bon, le fait est là. Ils ont voté quand même suffisamment, en tout cas, pour que Monsieur Macron repasse. Alors moi, je veux pas savoir, je veux même pas discuter du fait que il y avait personne en face, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais ils ont revoté Macron en connaissance de cause, parce que là, on peut pas dire, si tu veux, la première fois, on peut, pour ceux qui avaient des mémoires de poisson rouge et qui ne s'étaient pas aperçus que Monsieur était déjà ministre de l'économie avant, eh bien, qu'ils ont voté pour quelqu'un de nouveau en 2017, mais en 2022, c'était en toute connaissance de cause. Donc, c'est pour ça que moi, si tu veux, la capacité des Français à se révolter, la capacité des Français à passer à l'acte et à dire, à expliquer à Monsieur Macron et sa bande que ils sont, allez, deux petits milliers et que on est 67 millions et que donc ils font pas le poids, eh bien, le problème, c'est que je doute que les Français aient encore la capacité de se réveiller. Parce que je pense que le Covid était un test grandeur nature, que ça a très très bien fonctionné, et ça partout dans le monde, hein, il n'y a pas qu'en France, hein, ça a très très bien fonctionné, et je n'ai pas vu beaucoup de révoltes. J'ai vu des tentatives en Italie de révolte. J'ai vu une partie des États-Unis qui disaient à l'État fédéral d'aller se faire voir. Mais j'ai pas vu de révolte en France. Hein. En France, tout est passé. Hein. Donc, je suis sceptique. Mais Parce qu'en France, on fait pas de j'aimerais que révolte, tu on aies fait que des raison. révolutions. Non, alors pardon, que je précise, moi, je pense pas. Moi, pour moi, on arrive dans une phase qui est radicalement chaotique dans le sens où
je pense qu'on ne peut plus savoir comment les gens vont réagir et qu'on peut aussi bien partir pour 70 ans de soviétisation, peut-être 700 même, ou 7 simplement, parce que on va préférer sauvegarder ce qu'on peut sauvegarder. Si on peut sauvegarder 3 heures de chauffage le soir plutôt que 2, si on peut, c'est toujours ça de prix. Ou si un moment, si tu veux, il y a un truc qui va se passer qui, encore une fois, n'est pas, tu peux pas le prédire, c'est forcément irrationnel. Et moi, je n'en sais rien en fait. Et ce que je veux dire, mais en revanche, ce que j'observe, c'est que on rentre dans une phase chaotique où le faire passer une bête loi, parce que je suis désolé, la loi retraite qui est passée par rapport à ce qui était annoncé, c'était peau de chagrin, hein. Ça a accouché d'une souris, les grands projets de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'en termes de fric, ça rapporte pas beaucoup, en termes d'ambition, et ce truc-là a réussi à bloquer le pays, à mon avis, à raison, pendant un moment. Alors ils ont gagné quand même. Le, je, je pense qu'on sous-estime un peu la résistance passive, et on a tendance à se dire ah après mais ça Bah, bah, J'aimerais juste rebondir sur ce vas-y. propos. Alors, je pense que dans l'analyse, il y a une donnée qu'on n'a peut-être pas prise en compte. Je pense que vous l'avez vu, là c'était censé être la journée de l'Europe. Vous avez des députés Renaissance qui veulent faire rentrer dans la loi le fait d'afficher le drapeau européen sur les mairies. Aujourd'hui, on a eu le droit à toute une espèce de série de propagande sur l'Europe. C'est la, c'est, c'est la corne d'abondance et on devrait tous se sentir européens plutôt que français. Et en fait, dans votre analyse, vous dites si 5 ou 10% de la population ou 2% de la population n'utilise pas l'euro numérique, il tombera. En fait, le truc, c'est que ce 5 ou 10% doit être à l'échelle européenne, parce qu'en fait, c'est la Banque Centrale Européenne qui va émettre cet euro numérique pour toute la zone. Le problème, c'est que si nous, en France, on a peut-être 10% de gens qui ne l'utilisent pas, pourquoi pas? Mais tous les autres pays, eux, ils vont l'utiliser. Donc en fait, cet euro numérique, parce qu'ils ont construit un jeu globalisé qui est sur toute l'Europe, va survivre. Et d'ailleurs, on a une autre démonstration de ce projet de créer cette espèce d'État fédéral européen un peu à l'URSS. C'est qu'on a vendu tous les actifs de la France à la découpe depuis maintenant 7 ans. Il ne reste pas grand-chose en fait dans le pays de tout ce qui faisait la force de la France. Donc tu as une Europe qui ressemble globalement à l'Allemagne, qui est dirigée par l'Allemagne. Tous les gros actifs ont été vendus à des privés, hein. Donc il n'y a plus rien sur le sol français. Et donc même si nous, on se rebelle dans ce jeu qui est devenu européen, c'est plus le peuple français qui doit se rebeller. Pour que cet euro numérique tombe, il faudrait que ça soit l'ensemble des peuples européens. Et ça, c'est beaucoup plus dur à coordonner. Oui, mais tu sais, Sylvain, il y a quand même, c'est là que moi je suis assez surpris, c'est que je vois pas les Allemands abandonner si facilement que ça leur cache. Donc j'ai quand même j'ai quand même Bah, des doutes parce que c'est pas dans la mentalité allemande mm. de se séparer Mais les de leur Allemands cache. ne font pas non plus, tu vois, de manifestations tous les samedis. C'est pas non plus dans leur culture, tu vois. Ça vient, ça arrive, c'est Bah, en train de changer ça. les Allemands ont une démographie assez âgée, hein, donc en fait, les gens, ils sont comme chez nous, hein, de ce que je vois, hein. C'est des gens qui sont vieux, qui vivent sur des rentes et qui vont pas forcément. Et la jeune génération va vouloir se battre, mais c'est pas elle qui détient tous les capitaux, donc tous les centres de pouvoir, tu vois. C'est plutôt C'est en comme train ça de que je changer vois. en Allemagne. L'Allemagne est en train de se radicaliser à ce niveau-là, et l'Allemagne a un gros problème, c'est la Deutsche Bank. Et ça, ils sont tenus par les couilles, puisque, pour parler poliment et élégamment, aussi bien par la BCE que par la Fed et Washington. Et ça, malheureusement, c'est vrai que je suis d'accord que les Allemands, eux, vont être contre l'euro numérique. La tradition de cash en Allemagne, tu sais c'est à tel point qu'en Allemagne, ils sont obligés de construire des bâtiments entiers de coffres. Les banques construisent des bâtiments de coffres pour que les Allemands puissent y stocker leur cash depuis quelques années. C'est le niveau dans lequel on est. Mais le fait, la Deutsche Bank, c'est un truc qui fait qui peut inciter le gouvernement justement à aller radicalement contre son peuple et éventuellement à se retrouver dans des situations auxquelles ils n'ont pas l'habitude. Pardon. La règle des 5-10%, c'est pas, elle sort pas de nulle part, elle est observée. C'est ce qui est, on est encore l'euro. Alors l'euro numérique était entre
deux eaux. Mais l'euro, c'est un mariage en séparation de biens et chambre à part. Hein, tu sais, aujourd'hui, c'est la Banque de France qui émet ses euros. Tu as ce système Target 2 qui désormais s'appelle T2, qui a été vaguement relifté, où chacun, t'étais quand même chacun chez soi. Ça va être intéressant de voir comment justement ils vont mettre cet euro numérique, et est-ce que cet euro numérique va être géré par... Ça, c'est une donnée extrêmement importante. Est-ce que cet euro numérique va être géré directement par la Banque centrale, par Francfort, ou par les banques nationales? Pas tout à fait la même chose. Pour le moment, le système actuel n'est pas fait pour gérer un truc qui soit géré directement par Francfort. Ça serait une petite révolution si c'était le cas, ça serait pas une bonne nouvelle. Ça serait normalement, dans la logique des choses, il faudrait que ce soit les banques nationales qui le font. Et du coup, si tu fais ça, tu peux, si encore, c'est toujours pareil, si tu n'appliques pas une réforme, elle tombe. C'est-à-dire que si personne n'avait respecté le pass sanitaire, tu n'avais pas de pass sanitaire. Après, je suis d'accord. Moi, j'ai pas là-dessus. Moi, j'ai pas d'avis. Si tu veux. Est-ce que oui, naturellement, j'imagine que plutôt que tout le monde va se conformer. Mon avis, t'as un petit risque quand même qu'il y a un moment, faut pas oublier quoi. On est des Gaulois et puis on prend et puis un jour on lâche tout quoi. On fait pas de révolte, on fait des révolutions nous. Et on va voir, hein. On va voir si jamais le sang français ressort ou pas. On verra bien. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il y a un travail à faire chacun sur soi. C'est-à-dire que moi, je suis toujours un peu agacé de dire il y a qu'à, faut qu'on, il faut que les autres fassent. Non, c'est à chacun de prendre un moment ses responsabilités, de faire ses choix, comme je disais, de payer avec des espèces, de refuser, de débancariser. Les Allemands sont en train de débancariser. Au-delà de l'euro numérique, pour moi, il faut être même plus radical que l'euro numérique. C'est pas qu'il faut refuser l'euro numérique, c'est qu'il faut de plus en plus débancariser et mettre son fric en dehors des banques, échanger le Mais ça, maximum c'est en fait. dehors. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est fait? Ça se fait régulièrement. Tu n'as qu'à regarder d'ailleurs la courbe Mmh. des dépôts bancaires. Tu vois qu'elle plonge là depuis. Ah bah, Alors c'est intéressant ça. oui, oui, depuis C'est dangereux aussi. un an, ça s'est en 2022, ça s'est fortement accéléré. Et là, depuis 2023, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un vrai plongeon, et puis il y a eu un plongeon très net au moment du début des banques aux États-Unis, C'est avec important ça. derrière le Crédit Suisse. Et là, tu as eu, enfin, ça se voit, hein, tu as eu un énorme un énorme mouvement de sortie des banques. Et là, aux États-Unis, ça continue, hein. Il y a un énorme mouvement de sortie des banques, mais sauf que les gens se trompent. C'est-à-dire que aux États-Unis, ils sortent des banques régionales, mais ils vont se précipiter dans les grandes banques, ce qui fait que ils échangent un risque avec un risque encore plus grand, hein, quasiment. Donc, Ils vont pas monétaire. ils vont se mettre dans les grandes banques sous tu sais, le parapluie de too big to fail. Mais en Europe, c'est pas ça du tout. En Europe, les gens sortent des banques généralistes, des banques classiques, et se barrent. Alors, moi, je l'ai vu au moment de 2022. En 2022, j'ai eu beaucoup de sorties. Quand c'était des petits montants, eh bien, les gens sortaient de la banque et allaient se mettre en or physique, hein. Quand c'était des plus gros montants, ils passaient dans des banques privées suisses, mais tu as eu un mouvement et un mouvement important. Il y a beaucoup de capitaux qui sont sortis. Donc, il y a une partie des gens qui a pris conscience que l'assurance vie, c'était pas une bonne idée, que la banque, c'était un endroit qui était devenu dangereux, et qui sont sortis. Et là, tu vas voir que, moi, je l'ai dit au début quand la Silicon Valley Bank a fait faillite, j'ai dit, vous allez voir, moi je pense que
on va avoir là, dans les mois qui viennent, on va avoir des attaques des marchés financiers sur les banques les plus faibles d'Europe. Donc, je l'ai écrit plusieurs fois, Sylvain en est témoin, j'ai écrit plusieurs fois que tu allais avoir des attaques ciblées sur la Société Générale, sur Unicredit, sur la Deutsche Bank, parce que c'était les maillons faibles de l'équation, et que les marchés avaient compris avec la SVB et les autres qui ont fait faillite par la suite, et avec le Crédit Suisse en Suisse, ils avaient très bien compris que quand ils appuyaient là où ça faisait mal, et ben instantanément les banques centrales réagissaient. C'est-à-dire qu'elles réémettaient du papier, elles refaisaient tourner la planche à billets. Alors, elles l'appelaient pas quantitative easing, elles avaient d'autres noms pour que ça fasse moins, mais ça n'empêche qu'elles mettaient à disposition de la monnaie. Donc, les marchés, tu sais, c'est assez basique. Ils disent, si j'appuie sur le bouton là, ça tombe, on me renvoie du pognon, au lieu de me monter les taux, on me renvoie du pognon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à jouer. Tu sais, c'est la blague belge. Tant que je gagne, je joue. Donc, devant un distributeur de boissons. Donc, là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont compris que ça fonctionnait, qu'ils ont compris que c'était le seul moyen qu'il y ait vraiment un retour sur la politique accommodante. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à attaquer, je fais les paris sur d'ici la fin de l'année, ils vont se mettre à attaquer petit à petit les différentes banques, parce qu'ils savent très bien que s'ils se mettent à assassiner complètement la Deutsche Bank, eh bien, il va y avoir une réaction de la BCE. S'ils se mettent à mettre en l'air une banque majeure, une banque systémique, comme la Société Générale ou Unicredit en Italie, eh ben forcément, la Banque centrale interviendra. Et donc, tu vas voir que dans les mois qui viennent, et à ce moment-là, évidemment, le risque, c'est le bank run. Et peut-être d'ailleurs qu'ils vont utiliser ça pour nous imposer la monnaie numérique en disant c'est le seul moyen. Oui, c'est tout à fait possible. Mais sinon, pour moi, l'histoire, elle est tellement écrite, et depuis un bon moment, si tu veux, on voit très bien les étapes se succéder. Les banques ne se sont en fait jamais remises de 2008. Elles n'ont jamais été, on n'a jamais fait ce qu'il fallait vis-à-vis d'elles pour déleverager, pour les empêcher d'utiliser les leviers qu'elles utilisaient sur les montants qu'elles utilisaient. Donc, on a fait cette erreur. Alors, est-ce une erreur ou est-ce volontaire? Je laisse je laisse d'autres réfléchir là-dessus, mais à la limite, ça a peu d'intérêt puisque la conclusion est la même. Elles ont continué à faire n'importe quoi, en se disant que de toute façon, si à un moment elles chutaient, c'est le contribuable qui paierait. C'est le modèle parfait de la banque, puisque je vous rappelle que la banque, elle mutualise les pertes et elle privatise les gains. Donc c'est un modèle parfait. Tout le monde, tout chef d'entreprise rêve de ce type de modèle, parce que c'est gagnant-gagnant. C'est pile je gagne, face tu perds. Pile, bref. Oui, c'est ça. Non, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, on est, je pense là maintenant, on est allé suffisamment loin dans la dette, dans ce système complètement pourri de surenchère de dette et de financiarisation d'absolument tout, puisque je rappelle aussi, il y a quelques même semestres, j'en parlais au moment où on a fait le contrat sur l'eau, et je disais attention, ça va mal finir. Contrat à Chicago qui cotait l'eau.
Et je disais, attention, ça va mal finir. Ben, quand je vois les déclarations récentes de M. Macron, je me dis que, Tu m'étonnes. en effet, ça va mal finir. Donc, voilà, enfin, c'est parce que s'il y a un bien commun auquel on ne devrait pas toucher, c'est bien l'eau. Et donc, je rappelle quand même que c'est indispensable à la vie. Donc, voilà, mais qu'il y a des connards de financiers qui n'ont rien trouvé de plus malin que d'aller coter un contrat sur l'eau. Donc voilà, enfin, on est dans une, pour moi, une phase qui est, enfin, oui, une phase qui est en train de se dérouler exactement comme on pouvait l'attendre. Et ceux qui se sont pas réveillés jusqu'à maintenant feraient bien de le faire rapidement parce que je pense que ça peut aller assez vite C'est à partir de maintenant. ouais, je suis d'accord, c'est important, comme tu dis, la baisse des dépôts bancaires. Parce que Oui, ouais, c'est très important parce que on a fait énormément de réformes bancaires depuis 20 ans qui font qu'on a des banques qui sont extraordinairement fragiles. Et effectivement, on ne sait pas, a priori, on n'a jamais eu dans le système actuel une baisse des dépôts et on ne sait pas comment le système peut réagir. Et vu le niveau de fragilité, c'est très important. Moi, je vois vraiment, c'est pas important que tu en parles, je suis content parce que c'est un peu le nœud coulant, c'est-à-dire que c'est la fuite des dépôts, bah forcément, c'est-à-dire que les gens commencent à se rendre compte qu'en fait, on les a couillonnés, qu'on a piégé leur argent en banque et qu'en fait, ils n'ont pas la véritable contre-valeur. C'est-à-dire que même aujourd'hui, tu as 15 000 euros sur un compte en banque, tu dis tiens, je vais aller les sortir en espèces, bonne chance. ah oui, oui. Et du coup, c'est le fait que maintenant il y a des gens qui disent ah, mais je sors, c'est le moment où le piège risque de se refermer. Et du coup, là, alors vous allez me dire, bah, il faut pas sortir du coup. Bah si. Et tu vois, quand tu dis les petits patrimoines sortent en or, physique, j'imagine, bien évidemment, je te connais. Oui, bien Euh, sûr. et quand tu Mais te, je parce sais pas, que pour moi, si tu veux, c'est la seule façon de quasiment de cocher toutes les cases. L'or, si tu transformes ce que tu as sur un compte en banque, il faut se débancariser. Pour ne pas être exposé au risque, il faut se débancariser. Donc pour se débancariser, soit tu sors l'argent et puis tu le mets sous ton matelas, mais à ce moment-là, bah, tu restes en euros et puis tu as des billets, donc on peut changer les billets, c'est pas compliqué, hein, ou on peut faire comme on l'avait fait en Inde il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, où ils avaient rappelé un certain nombre de billets qui n'étaient pas des grosses coupures, hein, qui étaient des coupures qui étaient l'équivalent de 7 Oui, dollars et de c'était les 14 dollars. billets de 1000, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, ces billets-là étaient rappelés. Tu avais une semaine pour les ramener à ta banque et à ce moment-là, on te les remettait sur ton compte, on les échangeait. Mais si tu avais plus que, alors je parle sous le contrôle de Sylvain, peut-être que tu as le chiffre en tête, mais pour moi c'était quelque chose de l'ordre de 30 000 dollars. Si tu avais une somme supérieure à ça, et que tu l'as ramené dans la banque, puisque au bout d'une semaine, c'était fini. Tu pouvais l'utiliser pour faire du feu, hein. Donc, si tu avais une somme supérieure à 30 000 dollars, eh bien, au moment où tu les ramenais, la banque te prenait, pour l'État évidemment, 70% dessus, quand même, hein. Donc, c'était un joli petit impôt sur le liquide. Donc il faut pas, c'est une bêtise de garder ça en cash chez soi. Donc le moyen qui coche toutes les cases, parce que ça vous sort de la banque, ça vous donne un actif réel, et la troisième chose, c'est que ça vous sort de l'euro. Vous n'êtes plus en euros, vous êtes en or. D'accord? Et ça, on ne peut pas le changer, l'or. L'or, ça restera toujours de l'or. Donc, ça vous permet de cocher toutes les cases. Et pour les petits patrimoines, c'est pour moi le seul moyen, aujourd'hui, de se débancariser de façon efficace et sans risque. Après,
Quand je dis or, vous pouvez aussi avoir quelques pièces d'argent, quelques pièces de platine, etc. Tout ça, c'est tout à fait faisable. Et puis, vous avez pour les plus gros patrimoines, et c'est là que c'est moins visible. Évidemment, un bank run où tu vois une queue de 500 personnes devant une agence bancaire qui réclament leur argent, eh bien, ça fait une image à la télé qui est assez choquante et tu vois la réalité de ce que c'est qu'un bank run. Mais là, tu le vois pas, puisque aujourd'hui, bah, tu fais tes virements installés confortablement chez toi devant ton ordinateur. Donc, aujourd'hui, tu as des sorties qui sont des sorties importantes de gens qui soit vendent leur entreprise, qui vendent de l'immobilier et qui n'ont pas du tout l'intention de laisser le produit de la vente immobilière sur la banque parce qu'ils se retrouvent tout d'un coup avec 300, 400, 500, 1 million, 1,5 million, 2 millions quand ils sont à Paris, eh bien, ils vendent leur appartement, ils se retrouvent avec 2 millions, ils n'ont pas du tout l'intention de le laisser à la banque. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils ouvrent un compte en dehors de l'Union européenne et ils balancent leurs sous dessus. Donc, ça veut dire que tu as un vrai bank run, mais qui ne dit pas son nom. Et ça, bah, pour les banques, c'est la fin. C'est-à-dire que, je l'ai expliqué aussi, pour les méthodes de comptabilisation, je rappelle que les banques, les assureurs, etc., peuvent comptabiliser leur portefeuille obligataire en marque to modèle, sauf que quand ils sont obligés de vendre et que tu as eu une hausse des taux comme il y a eu une hausse des taux, aujourd'hui une obligation que tu as achetée quand les taux étaient à zéro et qui a aujourd'hui 4 ou 5% de rendement, mais tu es à moins 50 sur l'obligation. Tu es à moins 40, moins 50 sur l'obligation. Ouais, je sais bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, tant qu'il n'y a pas de vente, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de sortie, eh bien, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que la banque, elle peut aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est ce qui a fait tomber SVB, hein. Tu peux rester avec ton portefeuille obligataire jusqu'à la fin, bah, tu seras remboursé. Si le pays ou si l'entreprise n'a pas fait faillite, eh bien, entre-temps, eh bien, elle te remboursera ton obligation au prix où tu l'as acheté. Tu l'as acheté 1000, elle te le remboursera 1000. Le problème, c'est si dans l'intervalle, il y a des sorties et qu'il n'y a pas suffisamment d'entrées, qu'il y a des sorties nettes, eh bien à ce moment-là, la société de gestion, la banque, l'assureur, ben, il doit vendre. Si vous sortez, il faut qu'il vous rende vos sous. Donc pour vous rendre vos sous, il faut qu'il vende le portefeuille obligataire. Et donc, quand il vend le portefeuille obligataire, il ne vend pas au modèle, il vend au marché, c'est-à-dire à un prix qui est à moins 40, à moins 50. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe qu'il n'a pas assez pour vous rembourser. Et donc, c'est là que vont commencer les problèmes. Donc, le bank run, ça peut faire tomber très vite des grosses banques, hein. On peut avoir un effet de domino si c'est une banque systémique. Or, aujourd'hui, en Europe, il n'y a guère plus que des banques systémiques, hein. Toutes les banques généralistes sont des banques systémiques aujourd'hui. En plus, si SVB est une banque systémique, et ils ont été catalogués banque systémique, effectivement, tout le monde est banque systémique. Attends, Société Générale est une banque systémique. Bien sûr. BNP était évidemment une banque systémique. Deutsche Bank est SVB. une banque systémique. Unicredit est une banque systémique. Banco Santander est une banque systémique, etc. Donc toutes ces banques sont des banques systémiques. Donc ça veut dire que s'il y en a une qui saute, bah, tu as tout le domino le jeu de domino qui tombe les unes après les autres. Et donc c'est gravissime ce qui se passe. Et c'est pour ça que je suis là pour le coup. Je pense que c'est la mise en place de cet euro numérique est aussi peut servir aussi dans ce cadre-là. Et Ah, c'est absolument. les chutes, une chute bancaire peut être aussi le prétexte
à l'installation de cet euro numérique. Alors c'est marrant parce que moi j'allais presque te dire, et c'était même pas une chute, c'était la préservation du système bancaire. Parce que tu vois, moi je serais pas étonné, vu les risques que tu as soulignés, donc notamment le problème d'avoir des taux qui restent hauts, moi je serais pas étonné qu'on ait des baisses de taux qui arrivent beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense et beaucoup plus fort. Et que Oui, en fait, ah, mais je suis peut-être d'accord. d'ici la fin de l'année, ou dans 18 mois, ça dépendra un petit peu de l'évolution, tu te retrouves en fait à repartir sur le cycle de baisse et que tu puisses non seulement revenir à zéro, mais que tu puisses redescendre à ce qu'on appelle des taux profondément négatifs, c'est les moins 4, moins 5%. Et là, l'euro numérique est très intéressant parce que justement, le fait d'avoir une monnaie dont tu peux faire pour ce que tu veux, et tu te mets à prélever cette espèce que moi, qui pour moi est l'impôt ultime, c'est que tu te mets à prélever cet impôt sur les dépôts en disant, bah, vous allez tous prendre moins 3, moins 4% tous les ans, en plus de l'inflation sur vos avoirs. Et bien évidemment, à partir du moment où tu fais ça, bah, tu as carrément plus intérêt à être en cash, à être en or, à être en tout, sauf à être en banque. Et du coup, le jour où tu arrives à ça, il faut que tu sois piégé. Parce que si t'es pas piégé, ça marche pas. Et non seulement parce que, et en plus, ce truc-là, si tu veux, c'est que non seulement si tu rebaisses les taux, t'évites, si tu veux, d'aller au bout de la crise actuelle. Et le bout de la crise actuelle, c'est toutes les banques qui sautent. Faut pas oublier qu'en 2008, on l'avait déjà analysé ensemble. Après 2008, on a fait migrer le risque bancaire vers les banques centrales. Quand on a fait les QE, on a fait migrer les risques. Donc aujourd'hui, si tu vas au bout de ce truc-là, qu'est-ce qui a des pertes non réalisées massives? C'est la Fed, c'est la BCE. Alors tout le monde vous répète, ah mais non, les banques centrales, ça fait pas faillite. Mais bien sûr que ça fait faillite, les banques centrales, par l'hyperinflation, par ce que tu veux. Mais évidemment que ça fait faillite. Non, mais comme si C'est la pour banque ça centrale que allemande... C'est pour ça, Guy, on le disait déjà ensemble dans ces années-là, mais Ouais, on disait que 2017. en fait, les banques centrales se sont piégées, elles se sont complètement rendues dépendantes des marchés. Et alors qu'elles étaient avant data dépendantes, ce qu'on appelait data dépendantes, c'est-à-dire qu'elles dépendaient des chiffres Ouais. macroéconomiques. Là, aujourd'hui, elles le sont absolument plus. Elles sont complètement dépendantes des marchés. Et le truc, c'est que je persiste à le dire, je le disais avant, tu ne peux plus aujourd'hui monter les taux. Et on en a la preuve d'ailleurs, parce que dès que tu montes les taux, avec la dette qu'on a tous, qui n'est pas du tout la même dette que ce qu'on avait en 2007. Non. C'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est qu'en 2007, on avait des pays qui étaient endettés à hauteur de 50-60% de leur PIB. Mais maintenant, on n'est pas à 50-60%. On est très au-delà des 100%. Et on n'a plus de croissance à mettre en face. En 2006-2007, on avait de la croissance encore. Aujourd'hui, on n'en a plus de croissance. Donc, Oui. on n'a plus de croissance, on a une dette qui a explosé, qui a été multipliée par 3, par 4, et on a aujourd'hui plus aucun instrument. Donc, le seul moyen pour eux de tenir, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'ils fassent un choix. La Banque centrale, elle va avoir un choix en face d'elle. Son choix, ça va être, est-ce que je laisse les banques exploser en vol, toutes, voilà, Bon, y compris. puis adviendra ce qui pourra, d'accord, et là, bah ok, on continue à monter les taux et on va voir ce que ça va donner, ou est-ce que j'abandonne ma politique de remonter des taux et je remets en fonction les quantitative easing, je remets les taux à zéro. À ce moment-là, bah, je redonne de l'air aux banques, je permets de continuer ce système encore pour quelque temps, de continuer ce système qui, je vous rappelle, flèche l'argent vers les gros, les quêtes, les 5-6 gros que vous avez, les Elon Musk, les Bill Gates, le patron de Facebook, le patron d'Amazon, etc. C'est eux qui, c'est vraiment de l'argent qui est fléché, qui sort en gros des poches de la classe moyenne américaine et qui vont se mettre sur ces énormes patrimoines. Donc et
finalement, alors vous avez plein d'économistes qui vont vous dire, oui, mais ce qu'ils racontent de la marge, c'est des conneries parce que ça ferait partir l'inflation sur des niveaux délirants. Oui, mais en fait, la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle en a à secouer? Rien. Au C'est son contraire, mandat, ça techniquement. diminue la dette. Ouais, Au contraire, puis, ça diminue la dette. Donc, or, c'est le seul moyen de la diminuer parce que je vous rappelle qu'il y a deux moyens pour diminuer une dette. Hein. Soit vous faites défaut, d'accord? Soit vous laissez partir l'inflation et c'est l'inflation qui règle le problème. Eh ben, moi, je vous le dis, les politiques et les autorités économiques et financières, surtout financières plus qu'économiques d'ailleurs, les autorités privilégieront cette voie-là, c'est-à-dire cette voie de sauver le système bancaire, de sauver le modèle qu'on a actuellement qui est basé sur la dette, au détriment d'une inflation, parce que l'inflation, ils s'en foutent. En fait, c'est vous qui la payez. C'est comme le disait Guy, un impôt. Un impôt obligatoire. Ben, ils c'est le le pire font. des impôts. C'est le pire des impôts, mais parce que ça touche tout le monde indifféremment, Ça etc. touche Mais les c'est le plus pire des pauvres impôts, on d'abord. est tout à fait d'accord. Ouais. Mais comprenez bien qu'ils le feront, parce que c'est pour eux le moyen le plus simple. Parce que c'est ça, et il faut pas oublier que quand ils vont baisser les taux, tu vas avoir un effet richesse. Il y a un truc c'est-à-dire qu'ils ont monté les taux, et normalement, si tu veux, l'intérêt de monter les taux, c'est que l'argent devenant plus cher, tu vas baisser la production de crédit. Ça que ça sert. Dans l'absolu, on s'en fout des taux. Ce qui est important, c'est la quantité de monnaie en circulation. C'est-à-dire que toi, ce que tu veux, c'est agir pour faire baisser la quantité de monnaie, et du coup, en faisant baisser la quantité de monnaie, baisser l'inflation, et pas tant de coup fin. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à monter les taux tout en préservant la création de crédit, mais pas de la même manière partout. C'est-à-dire que en Europe, il y a eu une inflexion. Aux États-Unis, vous n'avez pas eu un début d'inflexion, de baisse de création de crédit. On a préservé le crédit bancaire aux États-Unis d'une manière absolument ahurissante. Vous avez des taux à 5%, les mecs, ils balancent du crédit. Et ça veut dire quoi, ça? Donc les mecs, ils balancent du crédit à 5% comme des porcs. Quand tu repasses à 0, t'imagines l'effet richesse que ça fait? Tu dis, tu es passé de 0 à 5, tu as fait moins 50%. Tu passes de 5 à 0, tu fais plus 50%, tu fais même plus que ça. Et donc, tu as un intérêt à baisser les taux qui fait que tu as une espèce de spoliation qui est que tu fais du nettoyage en surface, tu fais un vrai truc de mafieux, tu vois, t'attaques les banques régionales, t'attaques les banques périphériques en Europe, et les gros JP Morgan. JP Morgan qui est dans l'illégalité depuis un moment, puisque aux États-Unis, t'es pas censé avoir une banque qui puisse avoir plus de 10% des dépôts des Américains. Or, JP Morgan, depuis quelques jours, a plus de 10% des dépôts américains. Ils sont en train de devenir des monstres, et que JP, donc, qui fait partie de ces banques qui émettent du papier à 5% comme des porcs en ce moment, le jour où tu leur fais passer les taux à 0 en dessous, t'as un effet richesse de dingue qui se fait, qui passe pas parce que ces gens sont forts, parce qu'ils sont au bon endroit, parce qu'ils sont à côté du robinet. Et donc, c'est pour ça que moi, ça me fait aussi dire que ça va arriver, c'est que t'es en plein dans une espèce d'arnaque mafieuse où tout le fric que vous allez perdre parce que vous êtes piégé en banque, vous êtes piégé par l'inflation, piégé par des taux, parce que faut pas oublier qu'en 2006-2007, le fonds euro d'assurance vie a rapporté du 4,5%, hein, du 5%, et qu'aujourd'hui, non seulement tu es à rien, en plus tu as de l'inflation, enfin, et donc tu n'as rien pour toi. Et donc, tu as des transferts de richesse absolument dingues qui se font, et qui continuent. Donc là, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut sortir de ce système-là, il faut débancariser. Ouais. Vas-y. Et on en parlait avec un ami à moi, là. Enfin, on analysait le marché IMO en France avec les taux. Et on avait une conclusion qui était simple, c'est que vu que les taux ont monté, de toute façon, pour 1% de hausse de taux, tu perds 7% de pouvoir d'achat immobilier, tu as 40% de crédits qui ont chuté en fait, hein, année sur année. C'est-à-dire que sur 10 dossiers immobiliers, sur 10 achats, il y en a 4 qui vont pas au bout parce que les taux sont trop élevés et que la capacité d'endettement des Français, en fait, elle a baissé à cause des taux. Et en fait, ce qui va se passer dans les années à venir sur le marché français immobilier, mais c'est un beau parallèle avec ce que tu disais juste avant, mais à l'échelle peut-être de tous les spectateurs ici, c'est que celui qui aura du cash dans les années à venir, vu que le cash coûte cher et est rare, hein, actuellement, voilà, c'est ça, hein, quand tu as des taux à 5, si toi tu es épargnant et que tu as de l'argent, ton cash il vaut beaucoup d'argent. Celui qui va réussir à utiliser son cash et à acheter des actifs dans un marché baissier, le jour où on va baisser les taux, ton immobilier, il va remonter parce que les gens ils pourront se réendetter comme des porcs pour pas cher.
bah, tu vas forcément t'enrichir. Donc là, aujourd'hui, effectivement, bah, vous avez tout intérêt à prendre votre cash, à le préserver de l'inflation, et à le mettre à bon escient, et à commencer à regarder, en fait, à votre échelle, qu'est-ce qui a dévalué, et qu'est-ce qui pourrait remonter quand les taux rebaisseront. Logiquement, ça peut être de l'IMO, ça peut être des sociétés, ça peut être tout et n'importe quoi, mais dans l'idée, c'est ça, en fait. Tous les actifs vont baisser vu que l'argent coûte cher. On a peut-être une fenêtre de tir de 18, 24, 36 mois, ça peut être voilà, un an et demi. Moi, je pense plutôt que ce sera 2-3 ans, parce que je pense pas qu'ils vont baisser les taux. De toute façon, s'ils baissent les taux, ils peuvent pas les baisser de 1% par 1%, ça va être des incréments de 0,25. Donc, dans tous les cas, ça va prendre du temps. Tu sais, Donc, ils ont pas fait un incrément de 0,25 en mars 2020. Hein. il y avait une hystérie totale qui était, on a déversé de l'argent et on va tous crever à cause de l'inflation. Quand on baisse des taux, en général, ils vont te l'annoncer comme une bonne nouvelle. Donc, ils vont pas te dire, bon, tout va mieux dans le meilleur des mondes, on passe de 4 à 1, en fait. Ils vont faire 4, 3,75, 3,50, machin, et les marchés vont être contents, les actions Je vont sais même bourriner. pas, Sylvain, ça, ils peuvent aller beaucoup plus vite. Tu sais, tu prends un prétexte aux États-Unis, tu prends le prétexte, si tu continues à avoir en rafale 5 ou 6 banques qui mettent la clé sous la porte, tu as une annonce de Powell qui dit bon, bah là, on est arrivé au bout, on se chope une méga récession. Les dépôts bancaires, on peut plus les garantir. Walou, je baisse les taux. Et là, il n'y aura pas à coup de 0,25. Hein. Et dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fera? Je rappelle que la BCE n'est jamais qu'une succursale de la Fed. Hein. On l'a vu la Euh, semaine dernière. donc la BCE baissera exactement de la même façon sur les taux d'intérêt. Moi, bon, après, on a fait un dossier leak sur l'immobilier. Je pense que sur l'immobilier, il y a d'autres problèmes. Et sur la France, il y a d'autres problèmes aujourd'hui que le simple jeu des taux d'intérêt. C'est que il n'y a plus de droit de propriété, etc. Enfin bon, Ouais, ça marche, il y c'est a un dossier plus beaucoup, compliqué, oui. Ouais, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais il est certain que ceux qui arrivent à garder la valeur de leurs actifs dans la période actuelle et à les protéger seront les grands gagnants demain. Pourquoi? Bah, parce qu'ils pourront racheter à vil prix des choses qui seront intéressantes. Donc, mais pour ça, il faut dans un premier temps se préserver. Et se préserver, c'est sortir du piège bancaire, sortir du piège des assurances vie. Moi, je comprends pas qu'il y ait encore des gens qui aient beaucoup de sous dans l'assurance vie, alors que ce truc ne sert à rien. C'était un super produit il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est pas un super produit, c'est un super piège. Donc voilà, il y a aujourd'hui d'énormes sujets. Alors après, vous allez avoir des gens qui, je les connais dans les commentaires, vont dire de la marche, il joue sur les peurs, il fait ça depuis des années, etc. Mais regardez où on en est. Regardez où on en est. J'ai évidemment pas la date des choses. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que en revanche, tout est en train de se mettre en place, et ça depuis un bon moment. Tout est en train de se mettre en place, et que ceux qui ne bougent pas, ceux qui ne réagissent pas, ceux qui pensent qu'on ah oui, est il a en été train de mort. Hein. raconter des conneries, vont se faire très très mal. Très très mal. Vous savez, c'est comme ceux qui ont cru que, ça y est, les banques étaient en pleine forme, etc., et qui se retrouvent aujourd'hui dans la SVB, dans la First, etc., et qui se retrouvent piégés là-dedans. Donc, non, les banques ne sont pas dans un état, comme le disait Madame Lagarde, dans un état parfait Tout va et bien. beaucoup mieux qu'en 2007. Elles sont dans un état qui est bien pire que 2007. Elles sont dans un état de risque qui est bien pire que 2007 parce que les montants ont considérablement augmenté et qu'il y a eu finalement aucune mesure pour empêcher
les banques de continuer à faire du levier. J'ai vu passer un message de quelqu'un qui me suit il y a quelques jours, qui me demandait, mais qui devait être un étudiant, et qui me demandait quel ratio Tier 1 devrait avoir une banque pour être safe. Mais aucun, mais aucun ratio tier one, parce que le problème, si vous voulez, c'est que vous avez de tels effets de levier. Quand vous utilisez des effets de levier qui sont à 30, à 40, à 50 fois, qu'est-ce que vous voulez mettre comme ratio tier one en face? Ça n'a aucun sens. Vous pouvez pas. Donc, c'est pas une question de ratio tier one, c'est une question de, on l'a dit, répété 100 fois, c'est une question de séparer les activités de marché des activités de dépôt, et donc refaire un Glass-Steagall Act, séparer complètement Non, mais ces deux Hollande l'a fait activités de avec dépôt. Sapin, je te rappelle. Pardon? Hollande l'a fait avec Sapin, je te rappelle. La loi de séparation bancaire. Tu te souviens de cette blague? Ouais. Mais c'est une blague. Le Oui. problème, c'est Bah que oui, c'est une ils l'ont blague. fait. Ils ont fait aussi semblant de le faire aux États-Unis. C'est du même acabit. Mais il fallait vraiment une Ouais, loi, c'est une et on catastrophe. aurait pu la passer en 2008. Il aurait fallu vraiment une loi de séparation totale entre les banques de marché et les banques de dépôt. Et là, on n'aurait pas de risque. Mais aujourd'hui, évidemment, on a laissé jouer des apprentis sorciers avec des dépôts, et sur la base de ces dépôts, avec des effets de levier qui sont totalement hors normes. Mais Donc on va le payer, on ne sait pas quand, simplement on sait qu'on va régler l'addition à un moment ou à un si autre. t'avais, Là, ça a été une banque américaine, demain ça sera une banque européenne, enfin on sait que ça va se passer, et que ça va se passer mal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, laisser son argent dans une banque généraliste, bien, c'est vouloir donner de l'argent aux banquiers. Voilà. tu sais, c'était Agnès Benassi-Kéré, qui doit être la chef économiste du Trésor, qui avait balancé ça, je crois que c'était l'année dernière, une espèce de bombe où on lui disait, mais quand même, on a dépensé beaucoup d'argent pendant le Covid, on a un peu beaucoup, un peu trop peut-être. Et j'ai dit, mais non, vous inquiétez pas, vous avez eu tous les dépôts qu'il y a en banque, il y a tout ce qu'il faut pour couvrir. Ah oui, bien sûr. Et tu sais, elle te balance ça comme ça, en toute décontraction, tout va bien. Non, non, vous inquiétez pas, vos dépôts sont là. Je dis, mais attends, en fait, une C'est pas ton banque, argent. c'est mon argent. Et puis surtout, les risques de la banque, normalement, c'est les actionnaires qui le prennent. Tu vois, normalement, c'est quand tu as une défaillance sur un truc ou qu'un mec qui peut pas rembourser, tu vois, c'est les fonds propres de la banque. C'est justement le tier one qui est censé prendre. Sauf que, comme tu l'as dit, le tier one, si tu veux, il est pas là. C'est comme si t'en avais pas. Et non seulement c'est comme si t'en avais pas, mais le pire, c'est parce que le mec te dit, tu vois, il dit, il faut quel ratio tier one? Mais un, c'est déjà, il en faudrait beaucoup. Il en faudrait probablement 100 à 1000 fois plus. Mais surtout, combien il te coûte ce putain de tier one? Parce que l'énorme problème, tu sais, moi j'ai regardé les déclarations de la BNP qui arrivent en mode résultat exceptionnel, on n'a jamais gagné autant d'argent. Tu sais, et puis les mecs, ils oublient simplement de te dire que leurs fonds propres leur coûtent plus cher que ce qu'ils leur rapportent. La profitabilité des fonds propres des banques européennes tout entières ensemble est négative. C'est-à-dire que les mecs, à chaque fois qu'ils font du crédit, ça leur coûte plus cher en fonds propres que ce que ça leur rapporte en intérêt. C'est du délire intégral, ce truc-là. Mais Ah, c'est pour ça que les banques font plus leur métier. mais C'est pour ça non. que les banques ne prêtent plus. Aujourd'hui, les banques ne prêtent plus à l'économie. Pourquoi? Bah, tout Seulement à simplement, Bernard Arnault. mais tout simplement parce que en Tu veux face, racheter il faut mettre. Tiffany's, elle te prête. C'est même la BCE Voilà, qui te prête si tu veux racheter Tiffany's. d'accord. Mais ça, C'est comme tu dis, c'est les 5-6. malheureusement, des Bernard Arnault en France, on n'en a qu'un, hein, si tu veux. On n'en a pas 36 000 non Moi, j'ai plus, envie de hein. te Donc, dire heureusement. oui, non, mais d'accord. Mais si tu veux, Oui, le mais bien truc, sûr. c'est que Mais quand on tu est n'es pas d'accord. Bernard Arnault, eh bien aujourd'hui, tu ne trouves Bah, bien pas un sûr. prêt bancaire. Parce que Ouais. la banque, elle veut plus faire son métier, parce que ça l'intéresse pas du tout, parce qu'elle Et perd puis en alors, effet de l'argent. parce qu'elle Donc, perd de l'argent,
Et parce qu'elle est sur des taux d'usure très vite. C'est-à-dire que là, Oui. on va en sortir petit à petit, mais elle s'est fait couillonner sur les taux d'usure. Tu sais, t'as pas le droit, tes taux d'usure sont calculés sur le trimestre précédent, et du coup, les taux augmentaient plus vite que ce que le taux d'usure permettait d'augmenter. Et du coup, alors, sur l'immobilier, t'as eu un goulet là-dessus, mais qui vaut sur tous les prêts. C'est-à-dire t'as des taux d'usure sur absolument tout le travail de la banque, et les taux sont augmentés tellement vite que les taux d'usure qui sont calculés avec un effet retard n'ont pas suivi. Et ça, d'ailleurs, bref, ça c'était du détail. Mais tu vois, le problème, c'est que je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur le fait que bah, des taux à 4%, on en a déjà vu dans le passé, en France, aux États-Unis, etc. Le problème, c'est que je rappelle encore une fois, la situation était loin d'être la même. Il y avait moins de C'est-à-dire que papier, hein. quand vous avez des taux à 4%, mais que vous avez une dette qui fait 50% de votre PIB, bah, en fait, ça vous coûte 2. On est bien d'accord. Ça vous coûte 2. Ça vous coûte la moitié. Quand vous avez une dette qui est à 150% et que vous avez des taux à 4%, ça vous coûte combien? Bah, Ça vous coûte 6. 6. Voilà. C'est pas la même. C'est pas la même chose. Et ensuite, Mais vous aviez dans ces années-là une croissance, vous aviez un chômage qui, par exemple, pour les États-Unis, était très faible. Vous étiez en plein emploi en 2005, 2006, vous étiez en plein emploi. 2007, 2007 un peu moins, mais 2006, vous étiez en situation de plein emploi. Vous étiez dans une croissance qui était au-delà de 4. Donc évidemment, là, vous pouvez vous permettre d'avoir des taux d'intérêt élevés, etc. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là. Aujourd'hui, vous êtes sur des dettes qui ont explosé, que ce soit la dette d'ailleurs d'État, mais aussi la dette privée. La dette privée est gigantesque aux États-Unis. Si vous additionnez la dette de l'État, la dette des entreprises l'administration. hors banque, et la dette des ménages, vous êtes à 100 000 milliards contre un PIB qui est à 27 000. Vous êtes à 100 000 milliards de dettes. Donc, quand vous avez des taux qui prennent 4 points, c'est 4 points sur 100 000 milliards, pas simplement sur 27 000. Donc, imaginez ce que ça donne, c'est pas rien. Et en France, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, Pire. on vous balance que vous êtes à 111% de dette, mais c'est archi faux. Que ce soit Ah, l'État, que ce soit... Donc, le vous hors êtes sur bilan. des dettes qui sont beaucoup plus élevées que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand vous prenez un point de taux, vous allez vous prendre 3 points Oui, si ce de n'est taux plus, parce que d'intérêt. Donc, c'est dans le pas PIB, rien. ouais, et si ce n'est plus, parce que dans le PIB, on compte aussi les dépenses d'État. Quand on paye les fonctionnaires, on considère que c'est de la Exactement. croissance. Bien Donc en sûr. fait, c'est même encore plus Bien élevé sûr. que ça. Le chiffre du PIB, c'est un chiffre commercial, si vous voulez, c'est un chiffre marketing. C'est comme le chiffre du chômage, c'est comme le chiffre dans le PIB, il y a le salaire des fonctionnaires. Oui, c'est pas de la richesse créée, ça, Bon. donc c'est pas Donc, logique. je suis désolé, mais ça n'est pas de la valeur ajoutée. Donc, voilà. Et c'est pour ça il y a sur le PIB, en revanche, la dette, c'est de la dette. Hein, donc, mais sur le PIB, sur le calcul du PIB, sur le calcul du chômage, on a fait un papier là-dessus. Sur le calcul de l'inflation, tous ces chiffres-là sont des chiffres de marketing politique, ce ne sont pas des chiffres réels. Je peux vous dire que si vous les recalculez, si vous les retravaillez un peu, vous avez une image qui est totalement différente que celle qu'on vous vend. Hein. D'accord? Recalculer l'inflation aux États-Unis, recalculer le chômage aux États-Unis, recalculer le PIB aux États-Unis, vous allez voir que la différence est flagrante. Hein. Ça n'a rien à voir avec les chiffres qu'on vous sert. Et en France, c'est pareil. Et en Allemagne, c'est pareil.
Donc, je crois qu'il faudrait qu'on arrête assez rapidement de se foutre de la gueule des Chinois, par exemple, sur leurs statistiques, parce que les statistiques chinoises sont aussi foireuses que les nôtres. Hein. On aura au moins réussi à les égaler dans un domaine. Le contrôle et la C'est pas connerie. mieux. Bon, et ben 1h28 de live, on est 3000 en direct, et je pense que ça a bien plu aux gens, hein, donc du coup, je pense que le job est fait pour cette première vidéo tous les trois. Bah écoutez, merci beaucoup messieurs. Merci. Guy, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Et moi, vous pouvez me retrouver sur moi, donc moi, je suis le taulier de l'investisseur sans costume que vous pouvez retrouver. J'ai un site, il y a une On lettre. mettra tous les liens en description, hein, comme ça au moins les gens pourront te retrouver. Ouais, sur YouTube. Moi, j'ai toujours tendance, en fait, j'écris, mais moi, je suis quelqu'un de l'écrit. J'aime bien écrire. Et puis, une fois que j'ai écrit, l'époque étant ce qu'elle est, j'enregistre mes lettres, je les raconte devant la caméra. Donc, si les gens préfèrent lire ou voir, ils peuvent. Donc, ça, c'est sur toute la partie analyse, information, décryptage d'actualité, ce genre de choses. Et après, sur toute la partie conseil pratique. Justement sur ce problème de débancarisation. Là, moi j'ai un petit site qui s'appelle or-et-bitcoin.fr, pardon, je sais plus. Et où là, il y a les solutions pratiques, parce que je suis d'accord avec Olivier, sur l'or. Je pense qu'on serait totalement en désaccord sur le Bitcoin, mais ça depuis le temps. Ce sera pour une prochaine fois. On pourra faire un live spécial duo Bitcoin. Mais Voilà. tu sais, Guy, c'est une fausse impression. Je pense qu'on peut trouver beaucoup de terrain d'entente sur le Bitcoin. Beaucoup de terrain d'entente sur le Bitcoin. Les gens ont jamais compris ma position sur le Bitcoin, en Et ben pensant que voilà, on j'étais fera une émission. résolument contre. Le problème n'est pas d'être contre pour être contre en disant que le Bitcoin est une connerie. Je dis simplement que ça comporte des risques importants parce que ce qui pouvait être une bonne idée peut dans les faits s'avérer un piège mortel. Voilà, c'est tout. Mais on en reparlera. Mais je pense qu'on arrivera à trouver des terrains d'entente. Même si En je tout dis cas, toujours de que discussion. je préfère avoir quelques pièces d'or dans ma poche qu'une ligne de code sur mon wallet. Je comprends tout à fait. Je vois que tu es bien à jour, Olivier. Et ben justement, toi, Olivier, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver ? Et d'ailleurs, j'ai une question de Patrick Debordier qui dit: est-ce que Sylvain peut demander à Olivier s'il est à jour dans ses mails ? Mon père lui a écrit il y a une semaine, mais pas de nouvelles. Alors, mais non. Alors, je suis absolument pas à jour parce que j'ai monstre de boulot. Voilà. Et donc, je suis absolument pas à jour sur mes réponses aux mails et je m'en excuse. Il faut insister. La seule chose, c'est que je suis plus que débordé et que malheureusement, je pensais que j'allais respirer un peu parce que j'avais réussi à régler un certain nombre de choses. Malheureusement, ça a généré d'autres choses. Donc, je m'en excuse, j'essaie de répondre le plus rapidement possible, mais il se peut en effet que j'ai une bonne semaine de retard. Ça serait pas totalement étonnant. Bon, Voilà. et ben Voire deux parfait. même. Et ben parfait. Voilà. Mais après, vous pourrez me retrouver. Je vais faire quelque chose avec André Berkoff la semaine prochaine et je fais quelque chose avec TV Liberté la semaine d'après. Voilà, donc Magnifique. vous me retrouverez et puis vous me retrouvez toujours avec Sylvain. Voilà, on change pas. Et vous me retrouvez alors avec beaucoup moins de talent que notre Bellemare de l'économie, si j'ai bien compris, Guy, Quoi qui nous Raconte raconte des histoires après les avoir écrites. Vous me retrouvez C'est sur la l'inverse, c'est toi lettre. qui as beaucoup plus de talent. T'as pas besoin d'écrire pour raconter. Moi, il faut que je me prépare, moi.
C'est sur l'inverse. la lettre des incorruptibles. Donc, vous pouvez me retrouver, et vous me retrouvez chaque semaine dans le VPTC où je distribue quelques claques au passage. Voilà. Bon, et on se retrouve du coup à Strasbourg en juin. Vous m'avez beaucoup demandé la date dans les commentaires. On vous enverra la date, le lien d'inscription directement par email. Donc abonnez-vous à la newsletter VPTC. Vous recevrez le mail d'inscription quand les dates au dîner seront ouvertes. Messieurs, Et bonne d'ailleurs, soirée. Ouais. j'en profite pour inviter Guy s'il veut venir avec nous à Strasbourg. Ah mais si tu Il veux, fera si tu veux sûrement venir au plaisir à dîner, tout le Guy, monde. oui, tu nous dis. Hein. Mais écoute, c'est une petite diagonale pour moi, mais écoute, c'est hyper gentil. Écoute, si j'arrive, pourquoi pas? Tu fais difficilement Eh plus ben. loin de chez moi, mais. Mais Bon, écoute, on s'en fout, c'est hyper sympa. eh ben, on se voit peut-être du coup tous ensemble à Strasbourg. Bonne soirée à tous et à très bientôt.